moi, je suis un grand pacifiste, un grand humaniste. Non, je plaisante. À certaines limites, quoi. Bienvenue à Clermont. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la raison de ta venue à Clermont ici? Et là, c'est notre troisième stage avec Vulcan. Je pense qu'à chaque fois, on a fait 2 jours de stage. À chaque fois, un jour plutôt jiu-jitsu, grappling, et un jour plutôt MMA. Donc là, on fait pareil. On l'a fait à peu de temps d'intervalle du dernier, parce que je vais partir après à l'étranger pendant un bon moment. Donc c'est l'opportunité. Après, on ne pourra pas le faire pendant au moins 1 an. Et donc voilà, comme ça, on vient suivre un peu tout. Okay. C'est des stages donc chaque année que tu prépares à l'avance. Tu fais ça aussi dans d'autres régions où il y a un côté particulier ici? Cette année, j'ai fait des stages quasiment tous les mois sur toute la France. Et j'essaie de revenir toujours en fait aux mêmes endroits où moi je suis bien, où je m'entends bien avec les gars. Donc Clermont, c'était la 3e fois en 2 ans. C'est ça. Ok, parce qu'à Clermont, nous en tout cas, on n'a pas vraiment la chance d'avoir des athlètes de ton niveau régulièrement. Encore merci pour ta venue. Ouais, merci. Et après, vous avez Clément en MMA. Mais des athlètes extérieurs, je veux dire, qui viennent. Ouais. On n'en a pas vraiment, en tout cas, dans 2-3 ans. J'ai pas en tête. Non, c'est vrai. À part toi. Et qu'ils reviennent en plus chaque année. Non, moi, j'adore venir ici. En plus, je suis un peu originaire de l'Auvergne. Donc. Et quand tu fais des stages, qu'est-ce que tu aimes apporter en fait c'est quoi en fait le but de tes stages? Alors moi déjà j'adore partager ma passion parce que bon ça fait quoi 21 ans que je fais ça et je me vois pas arrêter. Ensuite c'est un plaisir de partager à des gens qui sont réceptifs, faire progresser des gens qui ont faim et tout. Moi ça me fait, plus je vieillis plus c'est un truc qui me plaît. On fait vivre le truc quoi. Il faut que ce soit dynamique, il faut que les champions français puissent venir partager ce qu'ils ont et qu'on fasse monter le truc de génération en génération quoi. Mais transmettre c'est très agréable quoi. Ok. Et c'est vrai que j'ai voulu rentrer directement dans le vif du sujet, du coup, à travers ta venue donc, pour ton stage. Mais est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton parcours, ta discipline, ton palmarès? Ouais. Du coup, moi, c'est Luc Rousseau. J'ai fait toute ma vie un peu des arts martiaux, des sports de combat. Mais j'étais beaucoup en province à l'adolescence. Enfant, j'étais en Chine. J'ai commencé à vraiment m'entraîner plus sérieusement à partir de 16 ans. Mais en province, l'ancienne génération, on n'avait pas accès à ce que la nouvelle génération a. On n'a jamais eu de prof ceinture noire, de trucs comme ça. Hein. Donc après, sinon, en palmarès, moi, à 22 ans, j'étais déjà coach à temps plein en Asie. Je vivais que de ça. J'ai fait quelques combats en MMA sans faire une carrière pro. Donc j'ai 7 victoires, 0 défaites, tout gagné avant la décision, mais sans avoir fait une carrière. Hein. Ça veut dire que j'ai pris des combats en short notice. J'ai pris plein de combats sur 5 jours ou 2 semaines de notice sans prépa. Ça n'a jamais été ta volonté de faire une vraie carrière dans la MMA? Plein de fois je me suis posé la question. Plein de fois je me suis même dit que j'allais le faire. Je m'étais mis pendant 2-3 mois à le faire. Parce que 7-0 c'est un beau palmarès déjà. Ouais, en fait je pense que j'étais aux portes de vraiment commencer à gagner pas mal d'argent et tout. C'était vraiment le moment clé en fait. Mon dernier combat c'était en Corée, sur un gros show, et j'ai le One qui m'a approché direct le jour même. J'ai été signé par un très gros groupe de management qui s'occupe de Derrick Lewis, c'est pas mal de gars aux États-Unis. Eux ils voulaient me mettre sur le contender, voire à l'UFC direct, mais le contender c'était déjà accessible. Après, le contender, c'est très dur, hein, c'est à double tranchant. Et après, si je voulais combattre en vrai en France sur les gros shows français et tout, j'ai juste à demander, hein, c'est sûr que... Même à l'heure actuelle encore, tu penses? Ouais, que sans problème. Sans problème. Sans problème. Je sais que j'ai reçu des offres, hein, tous les gros shows français déjà, l'année dernière. Je pense que ça peut être un bon plan. Je me laisse encore du temps. Je pense qu'à 40 ans, je serai encore en super forme, donc il n'y a aucun souci. Là, je vais sur 38. Après, moi je suis pas un passionné de MMA. Okay. Après, il y a... Par exemple, en jiu-jitsu, j'arrive à m'entraîner à haut niveau, à combattre à haut niveau, et sans que ça entrave trop ma vie perso. Bon, ça l'entrave toujours d'une manière ou d'une autre. Hein. Par contre, en MMA, moi j'avais du mal à gérer, à rester de bonne humeur tous les jours. Tout ça, tu vois, c'est un type de pression qui est différent. Moi, je le gérais très mal, dans le sens où je devenais vraiment agressif tous les jours, tu vois, j'étais pas heureux de vivre et tout. Je pense que je me mets trop de pression. Il y en a qui le gèrent très très bien. Donc moi, je pense que je suis meilleur comme coach là-dedans, clair et net. Et après, je suis pas passionné par ça, mais moi, je suis passionné par la stratégie en général et l'intensité et tout. Donc j'aime bien, et j'ai suivi pas mal de gens à haut niveau en MMA, sans être vraiment un coach MMA complet. Après, j'ai quand même beaucoup coaché en MMA. Mais par exemple Malikin, Anatoly Malikin qui avait les 3 ceintures au One,
Oui. Bah, quand il a fait son combat contre De Ridder, c'était invaincu contre grappleur. Moi, il m'a pris comme head coach pour toute la stratégie sur le grappling, sur le combat. D'accord. Et donc, j'ai fait sa prépa. J'étais aussi son seul sparring pour le sol. Et bah, le combat, il a gagné au premier round, quoi. Et tout ce qu'on avait prévu, ça s'est fait. Bon, après, j'ai eu un épisode 6 mois aussi au Factory avec Cyril Gann, Assour, etc. J'ai vu, apparemment, il y avait pas mal d'histoires. J'avais vu une interview. Ouais, alors moi, par contre, avec les combattants, ça s'est super bien passé. Je pense qu'ils adoraient ce que je montrais. Je pense que ça a fait l'unanimité. Mais en vrai, je pense que en tant que coach en MMA, j'ai toujours fait l'unanimité. Il y a des gars que j'ai connus, comme Sacha Palatnikov, que quand je l'ai connu, il était à 0-1 en MMA. Pendant 2 ans, je l'ai suivi. Il n'avait aucun sparring à part moi et quelques mecs qu'on trouvait à droite à gauche mais qui font pas du MMA. Et je le cornerais sur tous les combats. Et au bout de 2 ans, bah, il était à l'UFC, il a fait combat de la soirée et tout. Aujourd'hui, il a un appart à Vegas et tout, quoi. Okay. Et donc, je veux dire, moi j'ai fait mes preuves comme coach. Beaucoup de gens ne savent pas en France. Et je pense que je suis meilleur coach que combattant, tu vois. Mais... En MMA surtout. Ouais, mais même en tout, tu vois. Je pense qu'en grappling, j'ai fait des choses très correctes. Je pense que j'ai fait des choses que personne n'a jamais fait dans ma KT en France. Tu vois, j'ai battu Adam Warziski, qui est le meilleur combattant de tous les temps en Europe. Je l'ai battu par soumission en kimono. J'ai battu peut-être déjà plusieurs champions ADCC Trial. Plusieurs mecs qui ont fait le podium ADCC Trial. C'est quand même la compète la plus dure. J'ai médaillé dans tout, que ce soit mondiaux IBJJF, mondiaux UWW, Europe IBJJF, Europe UWW, j'ai fait champion. Et dans tout, j'ai médaillé, tu vois, j'ai un paquet de médailles dans tout ça. Donc je pense que ça va, tu vois, même en marron, j'étais 7e mondial. J'avais affronté le numéro 1 pound for pound, on a fait 0-0. Donc j'ai toujours réussi en fait dans le jiu-jitsu. Mais j'estime que je suis pas un super athlète. Et je parle vraiment d'un point de vue physique. Et donc je pense que je suis plus intellectuel et je suis meilleur comme coach, tu vois. Je pense vraiment. Après, pour bien coacher un gars, bah, il faut quand même passer des années avec. Et moi, j'ai beaucoup trop voyagé, donc j'ai eu au moins 2000 élèves sur 33 pays en jiu-jitsu, en grappling. Je pense avoir produit à peu près 50 champions nationaux, tu vois. Et qui ont commencé avec moi en ceinture blanche et tout, et qui sont aujourd'hui encore très forts. Mais pour aller plus loin, il aurait fallu que je reste sur un endroit, et que je m'en occupe vraiment. Et je pense qu'on aurait fait un truc super. Mais bon, il y a encore le temps. Hein. Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais pu te poser, par exemple, avoir ta propre salle, avoir ton propre gym? J'ai vraiment beaucoup vécu à l'étranger et j'aurais pu en vrai, hein. Mais moi j'ai toujours recherché toujours une nouvelle aventure. Mais ça c'est un pattern, je pense que c'est un petit problème. C'est comme j'ai grandi en Chine, tout ça. En fait, j'ai un goût pour l'aventure et l'inconfort permanent. Ouais, et du coup, dès que je réussis quelque chose, par exemple en Malaisie, j'avais un club qui marchait très bien. J'avais fait un dortoir très très sympa. Très beau dortoir avec 15 lits. J'avais plein de gens qui venaient de Russie, d'Allemagne, de France, de partout. Pareil, j'ai envoyé un autre mec à l'UFC, Chris Fishgold, qui avait fait sa prépa au Cage Warrior avec moi, qui a pris de la ceinture et tout. Et eux, ils venaient chez moi alors qu'on n'avait pas grand-chose finalement, tu vois. Mais ça marchait très bien. Et dès que ça a bien marché au bout de 2 ans, en fait, je suis parti. Et j'ai toujours fait ça en fait. Dès que j'ai réussi, à Singapour, j'étais un pionnier du grappling, en Malaisie aussi. Et à chaque fois, je suis reparti à l'aventure, ou je suis parti sur des camps pour moi m'entraîner. Tu vois, après la Malaisie, j'étais parti à 8 mois à Rio. Tu vois, j'ai vécu dans une favela, je faisais que m'entraîner. J'avais fait champion de Rio en marron aussi. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont fait, hein, je pense. Et voilà, en fait, je suis tout le temps reparti à l'aventure surtout. J'ai du mal à rester dans un truc confortable. Bah, avec l'âge, c'est plus facile de faire du... Mais jeune, j'étais très instable, quoi. Et là, tu comptes continuer comme ça encore? Là, je vais repartir en octobre. Je vais repartir à l'aventure. Ça m'empêchera pas d'être connecté à la France s'il y a des bons projets et tout. Ça me fait plaisir de revenir et faire les choses bien. Après, en France, la conjoncture socio-économique, on va dire, en tout cas liée à notre sport déjà, elle me plaît pas du tout. Je pense que on paye beaucoup trop d'impôts. Économiquement, c'est difficile. Il y a pas encore la culture, elle change, mais on n'a pas trop une culture de payer pour du sport, etc. Il n'y a pas de sponsors. Alors que tu vas en Angleterre, en Pologne, en Russie, il y a plein de sponsors. Moi, ça me dérange parce que je pense que je suis arrivé à un niveau où j'ai connu en fait l'argent dans le sport. Ouais, et puis j'ai beaucoup travaillé pour être connu. Et je suis plus connu dans pas mal de pays qu'en France, même si maintenant en France ça va. Et donc, ouais, j'ai envie d'être à l'étranger déjà pour mieux gagner ma vie, parce que je la gagne beaucoup mieux à l'étranger. Déjà, c'est un truc, tu vois, surtout quand tu es père de famille, tu as besoin de gagner un peu d'argent. Voilà, et donc en France, je trouve qu'on peut, mais c'est difficile. L'État te prend tout. Donc, tu montes un club, tu es en permanence en train de faire de la paperasse, et c'est toujours difficile. Et dès que tu réussis bien, bah, ils te prennent le plus possible quand même.
Donc ça, déjà, moi, c'est une raison de partir, quoi. Donc je me vois pas, en tout cas, revenir vivre en France après, tu vois. Donc là, fin octobre, je vais partir. Et après, je verrai. Je pense pas que je resterai, tu vois, les 20 prochaines années sur un seul pays. Je pense pas. Hein. Je vais créer des trucs. C'est l'aventure, on n'a qu'une vie et il faut vraiment faire ce qu'on veut, quoi, dans la vie. Je pense que c'est trop important. Ça passe vite. On fait des concessions, tu vois. Mais globalement, c'est un truc qui tente trop. Je pense qu'il faut se lancer, quoi. Tu vois. Donc, Quitte à tout laisser derrière soi. Ouais, complètement. Parce que tout ce que tu as construit, c'est pas perdu, en vrai, c'est en toi. C'est de l'expérience, ça se trouve, tu as créé des trucs pour d'autres. Moi, par exemple, les clubs que j'ai fait avant, bah, il y en a d'autres qui les ont repris, et du coup, les groupes d'amis et d'élèves ont continué, quoi. Après, il y a des scissions et tout, mais globalement, ce qu'on a construit, ça a continué, en fait. Donc, tu auras d'autres qui en profitent, et puis toi, tu continues ton bonhomme de chemin, quoi. Mais c'est très louable pour quelqu'un, moi, je trouve, de rester aussi toute sa vie dans une région et de faire un truc, hein. Et il faut des gens comme ça, hein. C'est comme ça qu'on fait des gros trucs, tu vois. Comment tu situerais le niveau français en grappling ou MMA? Oui, en grappling, MMA aussi. Parce qu'en fait, dans chaque sport, par exemple, tout ce qui est Muay Thai, pied-point et tout, on est très bon en réalité. On est au top mondialement. En Muay Thai, on est très très fort, tu vois. Les gens, en fait, en France, les gens classiques un peu, ils connaissent pas réellement les niveaux. Ils disent, ouais, les Hollandais, machin et tout. Mais non, en Muay Thai, on est meilleur que les Hollandais, tu vois. On a fait des résultats en Thaïlande qui sont complètement fous. Tu vois, dans des petites KT, tu vois, ce qu'a fait Damien Alamos, Rafi Boïk, tu vois. Là, je parle de la génération moderne, tu vois, bien après les Skarbowski, etc. On a fait des trucs dingues dans des petites KT où les Thaïs sont hyper forts. Et c'est très très dur d'être dans le top 10 au Lumpini et tout. Et nous, on a des mecs qui ont été champions, quoi. Et on en a encore d'autres, hein, je connais même pas tout en Muay Thai. Donc déjà, en Muay Thai, on est monstrueux. Mais pareil, ces mecs-là, ils s'expatrient quand même pas mal. On a Fabio Pinca, par exemple. Il y a trop de noms que je pourrais oublier, tu vois, Sami Sana, incroyable, etc. Après, pour le MMA, je pense qu'on n'est pas encore... on manque tellement de professionnalisme qu'on n'est pas encore vraiment complet comme, tu vois, les Américains, les Russes, les Polonais et tout. Après, on a un gros talent. Ouais, bah clairement. Déjà, tu prends le nombre de mecs à l'UFC, ça veut pas tout dire, mais c'est déjà... Quand tu as la plus grosse ligue mondiale qui a, je sais pas, 20 combattants, d'un pays et qu'on a 3 ou 4 d'un pays, il y a une énorme différence, tu vois. Le plus gros show en Europe depuis des années, c'est le KSW, c'est polonais. Si le show est aussi gros, c'est parce qu'ils ont des combattants qui sont spectaculaires, c'est stylé, qui comprennent ce sport et que les gens viennent voir, tu vois. Si leurs combattants étaient pas ouf, les gens ils viendraient pas voir. Ils iraient regarder les autres shows ou ils regarderaient l'UFC. Leurs combattants, ils préfèrent être au KSW qu'à l'UFC. Ça veut tout dire, tu vois. Et ça, je connais très très bien parce que j'ai vécu en Pologne. Je connais vraiment très bien. Je connais très bien les mecs. C'est pareil, République tchèque avec Octogone, tout le niveau est très haut. Les Anglais sont largement au-dessus de nous. C'est pas un secret. Après, les Français, ils étaient moins bankable parce que l'UFC ne pouvait pas faire des événements en France. Alors, tout ça, c'est des facteurs. Hein. Quand ils peuvent aller faire des UFC à Londres et qu'ils ne peuvent pas en faire en France, bah, c'est sûr qu'il vaut mieux prendre des combattants anglais. Mais en termes des niveaux en France, quand même, il y a. C'est pas assez complet, je pense par exemple, mais ça progresse, hein. Mais lutte contre la cage, il y a beaucoup de mecs qui sont pas très complets, et sur pas mal d'autres choses, mais je pense que ça progresse vite parce qu'il y a un paquet de shows maintenant. Et en grappling, je pense qu'on a quand même un niveau qui est quand même assez bas. Tu vois, en Australie, c'est vraiment meilleur qu'en France. En Pologne, c'est vraiment meilleur qu'en France, tu vois. Les Anglais, c'est vraiment meilleur qu'en France. Irlandais, pareil, tu vois. Les Espagnols, les Italiens, ils montent beaucoup, ils montent très vite. Et en fait, tout ça, c'est lié aux mêmes raisons que je disais, tu vois. C'est lié à notre politique en réalité. Qu'est-ce qui a fait qu'à Londres, ils ont monté très très vite en niveau? C'est que les top brésiliens sont allés s'installer à Londres. Et pourquoi ils sont allés s'installer à Londres, à Birmingham et tout? Bah parce qu'ils payent beaucoup moins d'impôts et que les gens sont prêts à payer aussi beaucoup plus. C'est une culture globalement de... Donc Roger Gracie, il n'est pas allé à Paris. Et pourtant, qui veut s'installer à Londres? Le climat, il est pourri. Birmingham, c'est encore pire. Il fait froid, tu manges, c'est de la merde, la bouffe anglaise et tout. Les femmes sont moches, etc. Enfin, tu peux le prendre sous tous les angles. Les femmes françaises sont vraiment 10 fois plus belles, par exemple. Tu vois. Et Roger, Broglio, Lagarto et tout, ils sont tous allés s'installer en Angleterre. Comme nos footballeurs, dès qu'ils pouvaient, ils allaient à Arsenal et tout. Et c'est prestigieux, pourquoi? Parce qu'il y a de la thune. Tu vois. Quand il y a de la thune, les mecs bons, ils vont là-bas. Roger, il ne veut pas venir en France pour le SMIC, quoi, tu vois. Quand il touche 10, 15 000 par mois à Londres, il ne va pas venir en France pour toucher le SMIC, tu vois.
Donc tu vois, tout ça, ça fait que bah, les stars un peu à l'étranger, ils veulent venir en Europe, bah, ils vont pas venir en France, tu vois. Ok. Et tu le vois sur les stages. À Londres, il y a régulièrement des stages où c'est 50, 70 balles pour faire le stage. En France, tu amènes une star, même pour 30 balles, les gens ne se déplacent pas. Pourtant, c'est le prix d'un McDo, quoi. Moi, quand je vais au McDo, je prends 4 burgers, ça me coûte 30 balles, quoi. Pour une personne. Et franchement, on veut faire un stage avec un tueur, tu vois, qui, ça se trouve, il va te montrer un seul truc dans le stage qui va changer tes 5 prochaines années, tu vois. Ouais. Mais c'est pareil, en France, c'est la culture de la gratte, les mecs veulent pas trop payer et tout. Et tout ça, tu le payes tôt ou tard, tu vois. Mais je pense que ça change, hein, mais lentement, tu vois. En France, le MMA, c'est assez jeune, peut-être que. Et pour moi, c'est pas jeune, tu vois. En fait, c'est jeune pour les médias, tu vois, parce qu'ils y connaissent absolument rien encore aujourd'hui. Je parle des médias mainstream, tu vois. Ils y connaissent absolument rien. Ils continuent à poser des questions combattants. Alors, c'est quoi le jiu-jitsu? C'est quoi le MMA? Mais gros, ça fait 50 ans que dans les autres pays, on pose plus ce genre de questions idiotes, tu vois. Et c'est complètement idiot, quoi. C'est outrant, en vrai, il faudrait les boycotter, ces chaînes. C'est outrant de redemander, c'est quoi cette discipline nouvelle? Mais il n'y a rien de nouveau, gros, ça fait 100 ans que ça existe, quoi. Ça passait déjà en noir et blanc à la télé au Brésil, en direct, aux États-Unis et tout. Et je veux dire, c'est pas jeune parce que quand moi j'étais ceinture blanche. C'est pas jeune juste parce que ça passait dans d'autres pays, mais. Non, c'est pas ça. Quand j'étais débutant, ceinture blanche, donc quand j'avais 20 ans, donc là j'ai 38 ans, donc il y a 18 ans, on avait déjà plusieurs Français à l'UFC. Il y avait Jess Liodine, Cyril Diabaté, James Chavo. Ça fait déjà 4. Le truc, c'est que ces mecs-là, ils n'étaient pas connus en France. Donc, Mais en fait, ils étaient très connus, nous, dans le monde Pancras MMA. Oui, parce que le Pancras, c'était un légal. petit monde, peut-être aussi. Alors, un peu plus petit que maintenant, mais en réalité, on était déjà beaucoup à connaître le truc, tu vois. Moi, j'ai connu le MMA par des clubs de Krav Maga. Il y a plus de 21 ans, t'imagines. Il se passait les DVD du Pride dans le vestiaire. Et on était quoi on était peut-être 200, 300 licenciés au Krav à Pau. Et les mecs se passaient les DVD comme ça. Et moi, j'ai découvert Vanderlei Silva sur un best-of de Vanderlei Silva comme ça. Puis après, ils me passaient tous les DVD. On allait sur YouTube, on checkait des trucs. Et là, donc là, je parle d'un truc, c'est il y a plus de 20 ans. Et déjà en France, les mecs de quartier, tu vois, sur Paris, regardaient tous les événements du Pride. Donc en fait, les mecs de ma génération et un peu au-dessus, les mecs qui ont 5-10 ans de plus que moi, en fait, dans plein de quartiers, tu vois, à Paris et tout, en banlieue, c'était mainstream, en fait. Hein. Ils regardaient tous le Pride, quoi. Et les clubs de Pancras, donc les clubs de MMA, c'est la même chose. C'était du MMA déguisé, en réalité. C'est du MMA sans grand handpan, tu vois. Mais ils s'entraînaient en grand handpan, les mecs, parce que c'est pareil, il y avait Manuel Fernandez, pas avec quel mec. Moi, j'étais ceinture blanche. Ces mecs-là étaient classés, mais Fernandez, il a été classé numéro 1 en Europe, en MMA, tu vois. Et moi, j'étais ceinture blanche, t'imagines? Donc, c'est-à-dire que déjà à l'époque, on avait déjà des mecs qui étaient au top européen et on les suivait. On avait un site, c'était Ikusa. On était des milliers dessus, tu vois. C'était un forum qui répertoriait tout. On avait des compètes amateurs en Pancras tous les mois, tu sais. T'avais les compètes à Montrouge, machin. Non, en fait, tu vois, c'est pas nouveau du tout, tu vois. Ce qui est nouveau, c'est juste que maintenant, ça passe sur RMC Sport, etc. Et avant, non, tu vois. Avant, c'était le truc ultra violent. Mais en réalité, bah, tu vois, on a eu Cheikh Congo, c'est pareil. Cheikh Congo, c'était déjà une star. Moi, j'étais quoi? J'étais ceinture bleue, ceinture violette, je pense. Monstrueux. Voilà. Et ça, c'est encore après, hein, parce qu'avant lui, il y avait les Diabaté et tout. Diabaté, moi, j'étais ceinture blanche, bah, il était top 10 à l'UFC. Tu vois, en 93 kilos. Et on avait plein d'autres mecs, tu vois. Moïse Rabon, qui est un tueur, tu vois, qui n'était pas à l'UFC pour certains problèmes, mais qui a été au Pride et tout. On a eu plein de mecs. Même pareil, avant, quand j'avais peut-être 16 ans, tu avais déjà eu Bertrand Amoussou au Pride et tout. Tu avais Gilles Arsène. Enfin, tu vois, on a des Français depuis. Ça fait 25 ans qu'ils combattent sur les plus gros shows étrangers. Donc, tu vois, pour qu'ils arrivent là, ça veut dire qu'il y a un groupe d'entraînement, tu vois, qui s'entraînait. Donc, en vrai, c'est pas un sport nouveau, tu vois. Enfin, ce qui est nouveau, c'est que c'est médiatisé. Voilà, et ça fait au moins 25 ans qu'on est dessus. Voilà. C'est nouveau pour certains journalistes qui ont découvert ça il y a 3 ans. Eux, ils pensent que voilà, bah, c'est nouveau, ça vient d'arriver. Eux, ils savent toujours pas ce que c'est que le grappling, le jiu-jitsu et tout. En fait, et le MMA, pour eux, c'est toujours un truc très violent dans une cage, quoi, tu vois. Alors que c'est pas plus violent que la boxe taille, quoi. Ou même que le rugby, j'avais regardé plusieurs vidéos par rapport à ça. Bon, on en parlait en voiture aujourd'hui. J'ai joué 25 ans au rugby, je peux t'assurer. Alors déjà, moi je connaissais pas le MMA quand on était gamin. Je faisais beaucoup de judo, beaucoup de rugby. Ouais,
je peux t'assurer que le rugby, ça cogne, J'en ai vraiment, vraiment dur. Quoi. Et en fait, quand tu joues, tu fais 20-30 matchs à l'année, même en niveau amateur, semi-pro. Moi, j'ai jamais joué plus haut que le Fédéral 2, mais tu joues quand même quasiment tous les week-ends. Donc c'est X chocs, etc. C'est pas 2-3 combats dans l'année, oui, d'accord, tu ramasses, c'est dur, etc. Mais tu te reposes. Ça, toutes les semaines à l'entraînement, le rugby, c'est un truc de fou. Quoi. À toi. Pose ça tout de suite. Ouais. Putain, quel fils de pute, quoi. Clermont-Ferrand. T'aurais dû filmer, franchement. Obligé de lutter. T'aurais dû filmer. Ah, ça aurait été sympa de leur mettre une tatane quand même. Franchement, ça aurait été Le sympa. club en direct, Ça aurait été pas mal. Là, t'aurais fait un buzz de fou. On fait un 4 contre 4, là, on aurait été pas mal. Hein. Ouais, Il pleut, on aurait été mouillé, mais bon. Mais Madrid sous la pluie, tu vois. Un petit coin de parapluie. Le mec se gêne pas du tout. Hein. Il voit qu'il y a 4 mecs là, il se dit, bah vas-y, je leur vole le parapluie. Non, mais des fois, tu sais, ça peut passer crème, quoi. Il a commencé à le prendre avant de parler ou il a d'abord dit. Non, il a d'abord commencé à le prendre. Il a vu qu'il regardait. Il a dit, ah, c'est à vous. Alors, enculé. Tu mettras dans le bêtisier. Je te jure, tu mets avec un livre de Brassens, c'est un petit coin de parapluie. Au moins là, c'est du live quoi. Ouais, C'est du du live. live. Et ça va avec l'actualité de Clermont-Ferrand. Voilà, donc là, vous êtes bien, quoi. Vous avez de quoi faire le buzz. Mais ouais, par rapport aux enfin, différences, MMA, rugby, etc. T'as plus de concussions en rugby, oui. Et puis sur le même terrain, tu vois des mecs de 80 kg et des mecs de 130 kg. Les KT, là, elles sont où? Tu vois? Un Ouais, peu c'est découpé. En plus, au rugby, il y a vraiment la culture de ne pas montrer ses émotions. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, plus ça fait mal, plus ça pique, plus tu dois y aller, quoi. Oui. En fait, t'as pas le droit de t'enlever. Sinon, Parce qu'en fait, ça t'échappe. Et le terme échappé, tu vois, genre, il n'est pas cool, quoi. En sort en MMA, tu peux un peu esquiver, il y a toujours des combattants qui esquivent, mais Ouais, au rugby, si tu esquives, tu as toute ta team derrière toi. Ouais, et tu vois pas tout arriver au rugby. Ouais, et puis si t'as pas envie de plaquer, en fait, t'as rien à foutre sur un terrain, quoi. Donc, bon, bref. Non, mais c'est juste que sur la quantité, tu vois, un match de rugby est beaucoup moins dur qu'un combat de MMA, on va pas se mentir. Mais c'est la répétition, c'est le nombre, tu vois, sur une saison. Ouais, puis c'est tous les week-ends. C'est les week-ends. Ouais. Toutes les semaines, tu faisais les entraînements, vous ne les voyez pas, mais les entraînements au rugby sont plus durs que les matchs. Entraînement difficile, match facile. Donc voilà, c'est juste ça la différence. Il ne faut pas avoir peur du MMA, il ne faut pas avoir peur des sports de combat. Quand vous êtes un parent, vous voulez mettre vos enfants au sport de combat, bah, c'est une super, pour tout un tas de raisons, c'est une super école de la vie. Ton enfant, il va apprendre à avoir confiance en lui, il va apprendre à avoir des capacités pour savoir se défendre, pour se développer en tant qu'homme, en tant qu'adulte. Tu vois, c'est génial. Le rugby, c'est plein de choses aussi, la camaraderie, le fait de se combattre entre copains, etc. Ça rend courageux. Ça rend courageux. C'est un sport de combat quand même. Moi, je suis passionné de rugby. Mais par contre, Ils sont solides. Hein. Ouais. c'est pas ça qui va te donner un bagage. Si un jour tu as besoin un petit peu de te défendre, de défendre ta femme, ton enfant, etc. Bon, oui, ok, t'es une armoire c'est une marmule, tu seras mieux. Ouais, c'est ça le truc. Mais en vrai, t'as beau être Ça aide, marmule, hein, ça aide. Mais En si plus, tu sais il pas court faire, vite, tu sais les pas mecs. faire. Si tu sais pas faire, tu sais pas faire, c'est tout. Tu vois, je veux dire, sans parler dans le niveau sportif, au genre d'être le meilleur de la Terre, de l'univers, etc. Tu vois, Les rugbyman des sont sports qui plus vraiment cassés physiquement, complémentaires. enfin s'ils ont joué à un bon niveau, ils sont plus cassés à 40 ans qu'un combattant de MMA. Au rugby, non mais t'as pas le choix, de toute façon, le sport en lui-même fait que t'es obligé d'aller au carton tout le temps, genre il n'y a pas d'esquive. Après la boxe, bon pour le coup, la boxe anglaise, eux, ils prennent tout dans le citron, donc Beaucoup de boxeurs. au niveau cerveau, c'est pas fou. Ouais, Boxe c'est taille et ça. kickboxing, c'est déjà mieux, t'en prends beaucoup moins dans la tête. Parce qu'il y a les low kicks, il y a plus de distance, franchement ça change tout. Ouais, eux, les anciens tailles, au final, ils ont pas tant de séquelles. Ils ont Ouais, des ça séquelles dépend. sur les articulations. Après, au niveau eux, ils du ont cerveau. des fois 300 combats, donc ils en ont déjà un peu trop. Ouais. Nous, on fait jamais 300 combats. Après, ouais, il faut voir comment tu t'es entraîné, dans quel club, tu vois. T'as des clubs où les tailles, déjà, ils s'allument pas. Ils font tout au pas haut, parce qu'en fait, ils combattent tous les week-ends, donc il n'y a pas de mise de gants à l'entraînement. Après, ça dépend, franchement, il y a des clubs où ça se la met quand même dur et tout. Mais en MMA, normalement, avec toutes les phases de lutte et tout, et les phases de grappling, tu prends pas tant de coups que ça. Tu peux être coupé, tu vois, par les petits gants, les coudes et tout. Mais une coupure, c'est superficiel. Et c'est pas forcément comme... tu vois, c'est prouvé qu'en gros gants, il y a plus de résonance, tu vois. Ça cogne plus dur parce que tu vas pas te casser la main. Donc tu tapes plein pot. Franchement, avec une mitaine, tu tapes plein pot dans un front. Franchement, ta main elle est comme ça, quoi, après. Et d'ailleurs, tu vois, n'importe quel mec en MMA, tu en as beaucoup qui ont eu la main pétée. Fedor, 5 opérations de la main, je crois, tu sais. Ouais. Mais il y en a plein comme ça. Enfin, ils sont tous opérés de la main, les mecs qui font des grosses carrières, quoi. En anglaise, je pense,
plus la répétition, tu sais, s'ils mettent pas de gel et tout, ils ont les phalanges qui sont abîmées à force de taper au sac tout le temps et tout. Mais je pense pas qu'ils se cassent autant la main en combat et tout, quoi. Et en plus, ils ont droit à un bandage bien plus dur. Bien plus dur, Donc, ils se protègent plus les mains quand même. Mais du coup, ils cartonnent, quoi. Et les gens qui ont fait des mises de gants dans des clubs pro en anglaise, ils savent, c'est dur, quoi. Vaut mieux faire des mises de gants dures en kick qu'en anglaise. Hein. En anglaise, ils vont t'en mettre plein dans la gueule. Et d'ailleurs, t'as vu, c'est par niveau. Hein, quand tu fais des mises de gants très, très dures et tout, c'est 4 rounds max avant d'être un très bon pro et tout. Parce qu'on considère que t'en as déjà pris plein, quoi. Tu fais pas 10 rounds, quoi. Nous, en grappling, on peut se permettre de faire 10 rounds. Des fois, en MMA, t'as plein de clubs pro où c'est 10 rounds et tout. Mais en anglaise, tu peux pas, quoi. Trop. Ouais, c'est trop dans la tête, quoi. Pour revenir sur un sujet que tu avais abordé, c'est les agressions. On va dire ta pratique des sports de combat pour te protéger ou protéger quelqu'un dans la rue. Ouais. Sois honnête, hein. Tu dis tout. Ouais. Moi, je suis un grand pacifiste, un grand humaniste. Non, je plaisante. À certaines limites, quoi. Je me suis dit, il faut pas que tout le monde y croit quand même. Non, moi j'ai plus peur de me retrouver en prison qu'autre chose, tu vois. Donc, c'est plus ça qui me. C'est plus ça. Ouais, en France, ouais, voilà, si tu te défends, c'est toi qui vas en prison et ça me fait stresser. Non, en fait, bah, rien que si on prend les dernières années. Alors, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, j'ai pris un vol à Ryanair et j'ai fait du grappling, tu vois. J'ai étranglé un gars, enfin, je lui ai fait un neck crank plus exactement. Je pense qu'il a eu très mal le lendemain. Et j'ai eu un petit front kick aussi, tu vois. Il faut dire pourquoi. Ouais, bah le mec bourré dans l'avion, racaille, machin. Il était infernal, le gars. Et clairement, il devenait violent. Et à la fin, il devenait violent même sur les hôtesses qui voulaient calmer le truc. Et elles étaient complètement perdues, tu vois. Et ça, on voyait que ça allait escalader. Ça avait déjà commencé. Du coup, je me suis jeté dessus, tu vois. Bah, ça, c'est une situation. Ensuite, j'ai bossé 4 mois en police l'année dernière sur Hague de la nuit, juste pour les aider pour la saison. Du coup, on a eu des interventions et là, clairement, le grappling, ça sert, c'est parfait pour ça. Tu t'es fait plaisir? Je me suis fait plaisir, mais pas assez. Parce qu'ils m'ont dit, cette saison, ça va être très très chaud. Parce qu'il y avait eu, au niveau des règles, sur la sécurité, les préfets, machin, il n'y avait plus de sécurité privée et tout. Donc on pensait que ça allait être très très chaud, tu vois. Il se trouve qu'on a fait le record de sécurité d'Agde depuis, je sais pas, 30 ans, quoi. En fait, ça s'est mieux passé parce qu'en fait, on a fait une patrouille un peu spéciale. Et je pense que il s'est passé des choses déjà les premières nuits et les gens se sont dit ah ouais, en fait cette sécu elle est mauvaise, tu vois. Et moi je me rappelle franchement beaucoup de nuits on s'ennuyait, quoi, et j'avais vraiment envie que ça parte, tu vois, mais en fait les gens ils voient que nous on attend que ça et ça les motivait pas, quoi. Et est-ce que tu considères que le combat dans la cage ou sur le tatami c'est pareil que dans la rue? Bah en fait t'as des différences, mais soyons honnêtes, n'importe qui s'entraîne contre un mec qui s'entraîne pas il gagne, tu vois, 9 fois sur 10 au moins, tu vois. À moins d'être surpris de ne pas voir un coup arriver, bon bah là, tu vois, n'importe qui peut te mettre KO. Mais globalement, sur du 1 contre 1, quand tu t'entraînes, tu es sûr de gagner déjà, tu vois. En plus, avec le MMA, tu peux beaucoup plus contrôler quelqu'un. Par exemple, tu vois, en police et tout, tu peux pas péter le nez du mec, tu vois. Par contre, tu peux mettre un body lock, un takedown, lui mettre les mains derrière, le coincer et menotter. Du coup, tu l'as pas blessé, tu as fait ton taf. Et donc, je pense que n'importe qui déjà qui bosse en police, en infirmier, dans tous ces métiers, même ambulanciers et tout, ils devraient tous faire du grappling ou de la lutte ou du judo, tu vois. Mais apprendre à contrôler une personne, tu vois. Et une femme qui fait du judo, en vrai, elle te met une projection, ça va pas arriver. Tu t'imaginerais jamais qu'elle va te mettre un gros ultimata, la meuf, tu vois. Et tu te pètes la gueule, même si tu fais 100 kilos. Hein. Donc c'est des très bons sports. Et donc en MMA, c'est quand même très complet. Tu fais un peu de tout. Donc ouais, ça sert. Et moi, j'ai eu plusieurs situations, tu vois, dans la rue, sur d'autres trucs. Et ça sert. Et déjà, ce qui sert, c'est que l'autre personne, elle le ressent. En fait, tu sais, on a un espèce de 6e sens sur ça. Des fois, tu as quelqu'un, il te regarde, tu te dis, waouh, ah non, mais lui, c'est ouf, il est déterminé, il est confiant. S'il est aussi confiant, c'est que soit il a un truc dans sa poche, soit il y a un de ses potes qui est derrière qui est chaud, soit lui, il est chaud, quoi. Et tu le ressens, tout ça, tu vois. Donc, en fait, c'est du bonus, quoi. Donc, je pense que, bah, en tant qu'homme, je pense que tu n'as pas le droit de ne pas être capable de te défendre. Et je vois les anciens légionnaires, dès qu'ils voient un ancien légionnaire, tout, c'est faut qu'on, tu vois, ils vont en parler pendant 1 heure, il faut aller boire un coup ensemble et tout. Ils veulent retrouver cette connexion, quoi. C'est on était tous ensemble, on en a chié.
tu vois, et que tu as dans le rugby, que tu as dans les sports de combat. Et c'est vrai que plus t'en as chié, plus tu te comprends en tant qu'homme. Tu sais, tu vis des choses fortes, tu vois. Comme on aimait à l'école, on n'aimait pas être le cul sur une chaise, mais on aimait bien aller faire des conneries ensemble, des trucs. Franchement, tu as des bonnes mémoires, même en CP1, ton groupe de potes, tu vas te taper avec l'autre groupe de potes. C'est trop bien. C'est un truc de fou, tu vois. T'es avec tes potes, t'es un peu soudé, tu t'as un peu peur. Et tu dis, bon, tu vas m'aider, hein, si. Ouais, vas-y, l'autre il est par terre, tu mets un gros shoot. Et après, le lendemain, tu dis, ah, lui, c'est mon frère, quoi, tu vois. C'était trop bien, en vrai, c'est des bons souvenirs. On dira pas de mettre des gros shoots. Je pense que là, je parle en primaire, on n'avait pas une puissance de fou, tu vois. Il y a pas mal de trucs. On prenait des petits carreaux dans le ventre déjà, hein, mais. Ouais, je pense qu'il y a du. Après, c'est vrai que tous ceux qui poussent la porte d'une salle de sport, de combat, c'est que je pense qu'ils ont été spectateurs à un moment. Ouais. Et après, ils ont voulu être acteurs du truc. C'est-à-dire, bah, moi aussi, je vais mettre les mitaines, je vais boxer avec les copains. Et ça, c'est bien. Après, c'est pas tous qui le font. C'est vrai, il y en a beaucoup qui aiment suivre. Voilà, qui aiment suivre. Et c'est là où je leur mets. Ça demande du courage. Et à n'importe quel niveau. Même les loisirs. Même le loisir qu'il va découvrir. Il vient, surtout les MMA, comme on a dit tout à l'heure, avec les journalistes, ils te montrent que le pire. Parce que c'est ça qui les aime, ceux-là. C'est quand même du courage. D'autant plus quand on t'enferme avec un autre dans une cage. Franchement, il faut en avoir une paire, quoi. C'est vrai, il faut. Ah bah oui, non, c'est sûr. T'as ce côté cloisonné, je trouve, au MMA, que t'as peut-être pas dans les autres sports où les surfaces sont plates. Mais même rentrer sur le ring en anglaise, quand t'as un mec en face qui t'attend, qui te regarde, avec le casque, la vaseline et tout, quand tu rentres, tu te dis bon, là, c'est quand même. Ça va être chaud. Surtout si toi tu te dis, non mais moi je suis pas un mec qui me barre quand c'est dur. Tu te dis, putain, c'est quand même pas cool là, tu vois. Si lui il me la met aujourd'hui, ça va pas être cool de rester. Tu finis ton premier round, t'as envie de dire au coach, moi je l'ai déjà dit, et gros là ça sert à rien, je suis épuisé. Non mais gros, t'as encore 3 rounds. Bah vas-y, je suis en train de prendre la sauce. Bah c'est pas grave, prends la sauce. Tu te dis, bon, c'est sûr, je prends pas de KO aujourd'hui quoi. C'est pas cool, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais bah c'est ce qui nous fait devenir des hommes. Tu sais, au rugby, souvent ce qui manque, c'est ce moment avant de rentrer sur le terrain où. Dans le vestiaire. Ouais, mais c'est que tu as le vestiaire, mais c'est surtout tu as la sortie du vestiaire, tu as le moment où tu es dans le couloir, là, les deux équipes, et donc tu regardes notre équipe. Tu vois, donc tu te toises, on est tous là, on est 22 bonhommes, on essaie tous. Instinctivement, tu essaies tous de gonfler un peu le torse et tout. Tu regardes, t'es solide, d'accord. Qui c'est qui va gagner? Tu regardes qui c'est ton vis-à-vis direct. Ok, tac, tac. Tu vois, et tu veux vraiment savoir un peu comment ça se passait. Qui c'est qu'il va falloir éviter parce que tu sais qu'il va essayer de te cartonner. Tu sais que tu ne pourras pas forcément lutter. Et tu vois qui c'est que tu vas essayer de cartonner. Et tu vois, t'es là. Et après arrivent les premiers impacts et c'est bon. Mais après, t'es dans le truc. Mais le moment où cette adrénaline elle est intense, ça dure 1 minute, où t'es tout seul à te regarder, où tu souffles. T'as tous tes copains qui souffrent pareil, et là tu sais que ça va être trop long parce que tu vas te la foutre à 15 contre 15 et c'est génial. Et mais ça toi, te donne un surplus. Tu stressais plus pour du rugby que. En fait, je stressais au début, après c'était juste, j'adorais ça. Et tu vois, c'est juste que je peux plus, enfin voilà, c'est la vie qui a fait que. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui me manque, mais un truc de fou. Et je respecte énormément les gens qui vont dans la cage parce que là par contre, on a des copains à toi à côté. Tu sais que tu seras jamais seul, t'as ce côté camaraderie. Voilà, t'as dans la cage, mais les mecs. Ah, ça se passe mal. Tu te fais démonter. Contre les All Blacks, c'était une tournée en Nouvelle-Zélande de mémoire. Ils prennent une pilule monumentale, mais il met timbre sur timbre, il te sort tous les gars. Ali Williams, la mâchoire dans la botte à gants. Enfin, ouais, t'as ce genre de choses. Tu vois, quand tu traverses le terrain, tu sais. Ouais, t'as 2-3 gars qui essaient de t'arrêter, tu leur mets, même t'as des mecs, tu les mets dans le vent, tu sais que ça. C'est quand même beau gosse. Hein. Classe. Oui. Quand t'es sur une île, là j'ai vu un highlight encore ce matin d'un gars qui est très très bon, tu sais, pour changer et tout. Tu sais, il fait à 2 mecs d'affilée à très haut niveau. C'est beau, tu sais. Mais Chabal, ouais, putain, il met des cartons, il te met les mecs KO, il t'en met 2 d'affilée KO. En courant lui avec le ballon, le mec c'est violent quoi. Il faut qu'il le fasse au bon moment, c'est pas tout le temps qu'il aura l'opportunité de marquer les esprits comme ça. Ouais, mais par contre il va mettre 100 contacts durs dans le match quand même. Tu vois. Après, non, mais après le rugby c'est pas. Après c'est ton équipe aussi. Tu jures pas trop par la performance individuelle. T'as des extraterrestres, t'as des trucs comme ça qui marquent, ça existe. Mais tu regardes une équipe, qu'une équipe a bien joué. Et tu vois, dans le MMA, je pense qu'il faut qu'on développe aussi cet esprit d'équipe. Ok, t'as un gars qui est dans la cage qui a été très bon et tout, mais il y a une équipe derrière. Tu vois, t'as des gens qui ont créé un club, qui l'ont organisé. T'as eu ça avant avec tes shootbox et tout. Les mecs ils se disaient putain, j'affronte un mec shootbox. Bon bah non. Genre ça va être trop dur. T'as les Shogun, Vanderlei, et tout. Club. Ouais.
Si tu dis ça, c'est un club, non, c'est comme. T'avais peur de shootbox, parce qu'il y avait tous ces talents-là. Tu sais que ça va être dur, Exactement. ça va être violent. Ils vont tous venir en groupe, ils vont te mettre la pression. Et même si tu gagnes, tu vas repartir avec des séquelles. Ouais, les combats sont très durs. Mais c'est comme en K1 quand tu affrontes un mec de chez Mike's Gym. Tu vois, c'était les mecs. Putain, Mike's Gym, c'est là où il y avait Badrari, tous les mecs au 4-5 et tout. Tu sais que ça va cartonner et eux, leur spécialité, c'est quand même d'essayer de te mettre KO au premier round. Sur les premiers combos, ils tapent plein pot, tu vois. Déjà, tu sais, il y a un truc d'équipe, quoi. Et quand tu te balades dans la rue à Amsterdam, et tu dis, moi, je suis boxeur chez Mike's Gym. Les mecs, ils savent pas ce que tu as fait, tu vois. Il n'y a pas de gloire, mais en fait, il y a de la gloire. Je peux dire que dans le bar, tous les mecs, ils ont envie d'être potes avec toi. Les nains, ils se disent, oh putain, boxeur de ça, le mec chaud. Ou alors la meuf, elle sait pas trop, mais elle voit tous les mecs avec qui elle est et qui disent, putain, lui, ça doit être un tueur. Ah bon? Je trouve que c'est beaucoup plus agréable de représenter un club, de représenter quelque chose qui te dépasse, qui te transcende, que de représenter ta personne. Quand t'es toi, ok, t'as ton ego, t'as ton ceci, c'est l'autre. Mais je trouve que c'est bien plus agréable. C'est la communauté encore. Ouais, c'est ça, tu parlais de la camaraderie. Tu vois, moi, si je me dépasse sur une compétition, etc., ouais, tu vois, je suis content pour moi. Mais avant, j'ai envie que les autres avec qui je suis, ils soient un peu fiers de moi. J'ai envie que le blason que je représente à l'instant T, j'ai joué avec plein de clubs. Et au moment où je suis sur le terrain, je donne tout pour ce club, tu vois. C'est-à-dire que pourtant, je ne lui dois rien, et pourtant, j'aurais presque envie de lui donner ma vie, tu vois. Et ça, par contre, c'est un truc qu'on perd, nous. Et je trouve qu'il faudrait qu'on le cultive un peu plus même dans les sports de combat et tout. À l'instant, c'est pas grave, ça reste pas après, mais à l'instant du combat et tout, tu donnes tout pour un truc qui te transcende que tu te. Mais ça, tu vois, c'est le problème anglo-saxon, c'est d'avoir rendu tout en consommable, tu sais. Donc ça veut dire je paye un service, j'ai droit à ça, tu vois, pas vraiment. Et c'est ça surtout, tu vois, aux États-Unis. Donc tu te fais de l'argent en Angleterre et tout, mais il n'y a pas trop de loyauté. Alors que les Japonais, tu vois, les Brésiliens, c'était à la japonaise, c'est un clan et t'as pas le droit d'aller t'entraîner ailleurs et ça et ça. Mais du coup, ils se baladent en ville, ils ont tous le même t-shirt et tout, et du coup, tu sais, c'est la famille, quoi, tu vois. Mais ça, on le perd beaucoup en essayant d'être trop ouvert, en disant ouais, mais attends, le mec, il est libre de faire ce qu'il veut, machin. Et en fait, moi j'ai une vision un peu à l'ancienne sur ce genre de combat comme ça, tu sais, genre, tu peux aller t'entraîner ailleurs pour progresser et tout, mais il faut parler à ton coach et tout. Mais en même temps, on n'est pas supposé faire toujours du consommable du tout. Tu vois, et on fait pareil sur les relations aujourd'hui, tu vois, du Tinder et tout, c'est la même chose. C'est non, mais de toute façon, j'ai payé, c'est moi qui ai payé les dates, donc je fais ce que je veux, tu vois, je peux me faire des dates tous les jours et tout. Mais en vrai, c'est pas de la qualité, tu vois. Et en vrai, il y a des clubs, c'est vrai que tu progresses un peu moins vite. Mais en fait, sur le long terme, ça va t'apporter de ouf parce qu'en fait, c'est un club, il est grave placé. Quand tu as besoin d'une opportunité, il va dire non, mais lui, c'est 10 ans, il est avec nous, on va lui donner l'opportunité. Et si tu fais. Moi, j'ai connu plein de mecs, moi y compris, on va à droite, à gauche, tu vois, parce qu'on voyage beaucoup et tout. En fait, les mecs, ils se disent ouais, mais lui, il n'est pas vraiment avec nous, tu vois. Il est avec nous cette année, mais l'année prochaine, il sera peut-être pas là. Donc, en fait, tu n'as pas les vraies opportunités. Le mec, il prend pas vraiment autant d'énergie et de temps pour toi. Et s'il y a un gros truc, il le donnera à celui qui est là depuis 10 ans avec lui. En fait, dans le milieu, ça ne marche pas. Tu as des gens qui changent de club tous les ans. Je trouve ça aussi respectable que des gens qui sont depuis 10 ans dans le même club, tu vois. C'est pas. Ça, c'est plus respecté, tu vois. Ouais, c'est plus respecté. C'est très bien vu. Un mec qui fait tout ça dans un club, c'est très bien vu. Même, tu as des gens qui sont connus pour aller dans tous les clubs parce qu'ils veulent tester plein de clubs. Non, mais du coup, on t'appelle un mercenaire. Ouais, mais par contre, à chaque fois que tu y es, tu vois, c'est des gens, tout le monde veut quand même parce qu'en fait, t'en as qui font ça mais qui trichent pas. En fait, tu vois, je trouve que ce qu'il y a, c'est que quand tu représentes quelque chose, une institution, un club, un truc, c'est à l'instant T, tu le représentes, tu donnes tout à l'instant T. Le jour d'après, c'est le jour d'après, le jour d'avant, c'est le jour d'avant. Mais sur le moment, tu dois être loyal. C'est ça, ce que tu disais, quand ça change beaucoup de clubs, c'est un mercenaire. Quand le mec il fait toute sa carrière dans le même club, on dit c'est le taulier. Ouais, c'est stylé. Ouais, c'est pas la même chose. Mais c'est comme dans une famille, tu vois. T'as envie d'avoir ton père toute ta vie près de toi, ton grand-père, ton oncle, ton frère et tout. Et en vrai, on aime ça, tu sais, c'est une stabilité, quoi. Et c'est pareil dans un club, tu vois. Le mec, il est fan du PSG, il n'a pas envie de voir son joueur préféré se barrer au bout d'un an. Les mecs qu'ils ont formés, ils se disent putain, lui, il va être incroyable chez nous. Mais en fait, il est en train de monter, il se dit bah moi, maintenant, je barre au Real. Ça fait chier tous les supporters. Et en fait, c'est très bien vu, le mec qui a fait toute sa carrière au club, tu vois, comme il y avait Manchester, tu avais les frères David et tout. C'est hyper bien vu, quoi. Et même les autres mecs de club, ils vont dire non, mais lui, c'est quand même. Tu peux pas le détester, c'est la classe. Genre, il a tout donné toute sa vie, c'est l'enfant du pays, tu vois. Exactement. C'est quand tu signes, quand tu es dans un club, tu vois, c'est une saison.
ou si tu signes pour 3-4 saisons, ton contrat, etc. C'est durant ce laps de temps-là que tu dis, voilà, là on a un contrat, un contrat écrit, et je suis à 100%. Tu vois, je suis pas à attaque, et puis en me disant, nanana, non, c'est, tu vois, c'est je fais le truc sérieusement. Puis après, on fait autre chose. Mais on n'est pas en train de, tu vois, tu as toujours un peu naviguer entre deux eaux. Et ouais. Oui. Et ça, c'est un truc, je pense qu'il faut qu'on arrive à. Par contre, le stage d'attaque dans 3/4 d'heure, dans le temps qu'on passe manger un morceau, un petit sandwich, on va se faire un petit McDo, un petit truc, en montant sur Serra, je pense. On va s'arrêter, manger un truc. Un McDo. Parce qu'après, toi, tu nous fais des histoires, arrête tes conneries.